Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Regard conscient, dans une formule un peu différente. Je suis donc Marc-André Coton, psychohistorien, éditeur responsable du site Regard conscient, auteur d'articles autour de la parentalité, mais également et surtout très intéressé par toutes les mises en conscience qu'on peut faire autour du transgénérationnel et des choses qui finalement nous touchent profondément. Euh, Aujourd'hui, avec mon invité Katushka Van Ditshuizen, je vous propose un format un peu particulier puisque nous débutons une série de conversations. Vous allez le voir, une manière assez singulière d'aborder ce sujet dramatique de l'inceste, plus personnalisé que ne le sont peut-être les interviews classiques. Ça va être notre façon de parler d'inceste à travers le prisme de l'intimité et nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. Alors bonjour Katushka. Bonjour Marc, je vois que tu t'es présenté, donc je vais me présenter. Alors j'ai envie de dire, je reviens de loin. Je reviens de loin, j'ai une histoire d'inceste. Ce qui m'a aidé à me sortir de l'inceste, c'est essentiellement un très long travail de thérapie. Et puis, je suis dans ce parcours devenue thérapeute très rapidement dans mon histoire de vie, d'abord psychologue, clinicienne, et ensuite gestalt thérapeute, qui est une forme de thérapie qui réhabilite le corps et le ressenti émotionnel des personnes, ce qui est très important pour moi. Et j'ai écrit sur le tard, c'est-à-dire en 2022, un livre qui est un récit de vie et qui s'intitule « La face cachée de l'inceste, de l'emprise à la femme libre », publié aux éditions de l'Harmattan. Et dans mon parcours, ce livre est venu vraiment tardivement, parce que je pense qu'il faut beaucoup en tout cas c'est mon expérience, de recul pour pouvoir écrire sur cette histoire dramatique. Voilà comment j'ai envie de me présenter pour le moment. Merci Katushka. Effectivement, ce livre a fait irruption dans ma vie, je dirais, d'une façon assez particulière. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots de notre rencontre, tout à fait fortuite ou anti-hasardeuse, on va dire, autour effectivement de cette question de l'inceste et de ton livre. Est-ce que tu veux dire quelques mots de notre rencontre ? Oui, avec grand plaisir. C'est vraiment très net dans mon souvenir. 12 mars 2023, je reviens de Paris où j'ai parlé de mon livre aux éditions de l'Harmattan, où j'ai fait une dédicace. Je m'assois à côté d'un monsieur, c'était toi, et je vois que tu as ouvert ton ordinateur et que tu es en train d'écouter un podcast que je connais bien, Un jour, une nuit, de Charlotte Pudlowski, et ça parle de l'inceste, ce sujet qui m'anime aujourd'hui profondément. Et alors, je ne sais pas comment faire, bien sûr, pour ne pas te déranger, pour t'aborder, et je vais un peu spontanément et un peu gênée sortir mon livre. Hein. Et là, toi, t'es venu, tu as fait cet aller vers, tu as fait cet aller vers moi, et nous avons engagé cette conversation déjà autour d'emblée de la question de l'inceste. Effectivement, je m'en rappelle tout à fait bien et je me souviens que dans un premier temps, ça m'avait surpris, voilà, de sentir à la fois cette présence, cette insistance finalement, parce que tu as un petit peu joué du coude entre guillemets. Je me suis dit, je vais pas quand même mettre ça de côté. Je suis peut-être un tout petit peu, voilà, gêné, ça se fait pas, mais enfin, écoutons ce qui se passe, voyons qu'est-ce qui peut se nouer peut-être autour de cette question, de ce livre, et on a assez rapidement échangé nos idées. J'ai lu
J'ai lu le livre que tu as écrit, je l'ai lu passionnément dès mon retour, je l'ai commandé immédiatement. C'est un livre qui m'a beaucoup remué, brassé parce que, bien, tu y révèles des choses tellement intimes, interdites, on va dire. Donc il y a une forme vraiment de levée du silence, un silence qui, je le dirais, tout simplement, pèse encore, par exemple, dans ma famille, sur des questions peut-être pas aussi, entre guillemets, «graves», mais qui touchent quand même à cette question de l'inceste et de l'incestuel, je pense. Et donc voilà, on a gardé le contact, un contact peut-être, épisodique, téléphonique, que sais-je, et finalement une amitié s'est nouée et 2 ans, 3 ans après, voilà, nous sommes autour de cette même question de l'inceste avec un podcast. Donc c'est quelque chose qui effectivement méritait d'être souligné. Mmh. Tout à fait. Ouais, ouais, je suis très, très, très touchée qu'on est en train de créer ces conversations, et je suis touchée de cette forme un peu inédite, c'est-à-dire de parler de l'inceste, et tu viens de le dire aussi à travers ton histoire à toi, de l'incestuel. On va entrer dans le détail de ces deux phénomènes. Je suis touchée parce que moi, je pense que cette forme est très intéressante, la forme de la conversation, parce qu'elle crée, et c'est déjà ce qui se passe entre nous deux là, tout de suite, Marc, une intimité qui est probablement nécessaire pour sortir de ces phénomènes qui tuent l'intimité, Mmh. qui tuent la personne dans son existence. Mmh mh. Et nous, on est en train de rechercher ça, notre vérité, et de pouvoir la dire au grand jour. Tu viens de le dire aussi, parce qu'il y a encore aujourd'hui, 2025, un phénomène de silenciation, d'invisibilisation de l'inceste. Même si heureusement, et la preuve en est, les choses commencent à pousser et à se dire. Alors, entre nous, il y a ce livre, ton livre, sur lequel j'aimerais peut-être, que tu reviennes. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est au fait comment est-ce qu'à un moment donné vient cette envie, ce désir de poser un livre socialement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai envie de dire, Marc, j'écris depuis très longtemps. J'ai écrit beaucoup de journaux intimes, sur mon histoire, dès l'adolescence, à partir de 11-12 ans. D'ailleurs, quand j'ai relu, des extraits de mon journal intime, j'ai vu qu'il n'y avait aucune place pour l'inceste. C'est important que je le dise, parce que c'est dire la force du déni. Et puis, bien sûr, à travers tout ce qui s'est passé, ce parcours énorme que j'ai dû, ce sac à dos énorme que j'ai dû porter, dans ma vie, affective, sociale, et cetera, après cette, irruption, intrusion dramatique dans ma chair, dans mon âme. C'est ça, pour moi, la représentation de l'inceste, qu'il y ait d'ailleurs viol ou pénétration ou pas. Hem donc sur le tard, en 2017, j'ai commencé à écrire. Ça a été d'abord sous la forme d'un roman, et puis une maison d'édition est venue à moi en me disant: «Mais c'est intéressant votre sujet, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ce roman». Et là, je me suis dit: «C'est un récit de vie que je veux écrire». Heu, Au départ, c'était un témoignage finalement, et c'était aussi quelque chose à la figure que je jetais à la figure de ma famille. Mmh. Parce que j'ai bien vu que dans ma famille, j'ai bien vu le poids du déni. Mmh. Et je voulais sortir de ça pour ma survie aussi, moi-même. Donc ce livre, c'était ça. Et puis, à mon insu presque, il a pris une autre dimension. Et d'ailleurs, l'épigraphe de Paul Éluard que je mets en début de mon livre le dit, mais c'était comme une intuition, je ne le savais pas encore, je n'avais pas encore pensé. Cette épigraphe dit: «Et si l'écho de nos voix faiblit, nous périrons». Mmh. Et c'est vraiment ce que je pense.
hein. Et là, aujourd'hui, ce livre qui est sorti en septembre 2022, je l'utilise dans des cadres de formation autour de la question des violences sexuelles. C'est pour moi aujourd'hui, au-delà des accompagnements que je peux faire avec des patients, dont des personnes victimes et des auteurs victimes d'inceste, euh, ce livre dépasse cet endroit. J'ai envie d'œuvrer pour transmettre quelque Bien chose. sûr, Voilà. bien sûr, Et c'est ce que nous faisons tous les deux ce tout à matin. fait. Une chose m'a touché assez rapidement, c'est que ce livre me concernait à un certain endroit. On parle d'inceste, mais d'incestuel, n'est-ce pas, dans nos conversations. Donc l'incestuel m'a touché, c'est par toi que j'ai appris l'existence de ce mot, de cet adjectif, de ce qualificatif, hein. L'incestuel, c'est quelque chose qui n'est pas de l'inceste, mais qui y ressemble, peut y conduire, etc. Et dans ma propre famille, il est vrai que j'ai été témoin de la souffrance de ma sœur, une souffrance indicible, évidemment, qui s'est traduite par voilà, de l'anorexie, des comportements limite suicidaires ou des choses comme ça, et beaucoup, beaucoup de silence. On ne parle pas, on ne dit pas, on regarde, c'est normal, mais on n'en parle pas. Et encore aujourd'hui, la question reste, on va dire, non pas tabou, puisqu'on devrait pouvoir parler de tout, mais pourquoi parler d'une chose qui n'existe pas, hein? Donc on est vraiment dans cette invisibilisation dont tu parlais tout à l'heure. Mm. Et à cet endroit de l'incestuel, il est vrai que je me sens tout à fait concerné. Mm. Oui. En début de ce podcast, tu disais c'est peut-être moins grave. Et nous le savons, et tu as déjà beaucoup lu à ce sujet, et moi aussi, nous savons que l'incestuel a des répercussions dramatiques sur l'identité des personnes, des enfants qui deviennent des adultes, euh, qui ne peuvent pas toucher à leur vérité, à leur vrai moi, j'ai envie de dire, Mmh. euh, et qui se battent. Et nous avons parlé de cela, toi et moi. Oui. Et j'ai éprouvé le besoin pour préparer cette ces conversations, d'aller creuser, d'aller voir qui parlait d'incestuel et en particulier un personnage que je ne connaissais que de réputation, donc Paul-Claude Racamier, pour ne pas le citer, qui a écrit L'inceste et l'incestuel. Et j'aimerais peut-être apporter une citation qui m'a touché de Racamier. L'incestuel, dit-il, écrit-il, c'est un climat où souffle le vent de l'inceste, sans qu'il y ait inceste. Partout où il souffle, il fait le vide. Il instille du soupçon, du silence, du secret. Il disperse la végétation, laissant cependant pousser quelques plantes apparemment banales, mais qui se révèlent urticantes. Et en lisant Racamier, je me suis dit, là, il y a de l'incestuel, là, il y a de l'incestuel. Et dans des choses toutes banales, comme par exemple sortir de la douche tout nu, en voyant son papa ou sa maman s'y glisser tout nu également, ou par exemple une culture très, comment dire, désaffectivée de la reproduction humaine à travers des livres qui montrent comment ça fonctionne, mais finalement aucune affectivité. Peut-être aussi à travers un ressenti que papa et maman ne partagent pas vraiment cet amour dont on sent enfant qu'il est, comment dire, potentiel entre les êtres humains. Non, voilà, il y a des petits bisous qui sont entendus, il y a surtout une image très forte qui est véhiculée socialement de l'amour parfait. On cultive les années de mariage, on cultive les photographies du mariage, le roman familial de la relation entre papa et maman. Et ça, ce sont des choses qui m'ont impacté profondément dans mes relations à mes compagnes, évidemment. Cette image, ne serait-ce que de la perfection du mariage parental. Voilà, c'est pour ce qui me concerne, en fait.
Peut-être que ce que je peux dire, par rapport à l'incestuel, et ça c'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est qu'en amont du passage à l'acte qui s'est passé pour moi entre l'âge de 13 ans et l'âge de 15 ans, c'est-à-dire de ces scènes sexuelles qui se sont jouées entre mon père et moi dans la chambre parentale, ce qui veut dire que j'ai pris à ce moment-là la place de ma mère. On voit là le phénomène intense dont on va reparler, de la confusion, Bien confusion sûr. des places ici, hein, confusion des limites. En amont, j'ai une famille où il y avait un climat incestuel. Oui. Tu parles de la nudité. Je pense que la nudité en soi, elle n'est pas, faut faire attention, elle n'est pas forcément malsaine. Tout dépend comment c'est fait. Moi, j'ai vu mon père nu en permanence et qui nous invitait ou incitait, nous les filles, à être nues aussi. Et pour la petite fille et la jeune fille ensuite que j'ai été, lui plaire était indispensable. Mmh. On voit bien que là, il y a un besoin éperdu d'amour, d'affection, qui va venir s'entremêler au sexe. Et donc, je faisais comme lui, alors que peut-être je n'en étais pas là. Et on sait bien qu'à l'adolescence, il y a une certaine pudeur chez les adolescents ou les adolescentes que je n'ai pas connue du tout, parce que tout a été dérangé. Mmh. Voilà, c'est ce qui me vient. L'incestuel est aussi probablement en amont de l'inceste. J'ai été aussi beaucoup touché par une lecture, finalement très ancienne, mais qui m'est apparue, pour moi récemment, celle de Sándor Ferenczi, dans Confusion de langue entre les adultes et les enfants. Il parle du terrorisme de la souffrance, il parle aussi de cette fameuse, justement, confusion. L'enfant a besoin de tendresse, ce sont des besoins primaires, je crois qu'on appelle ça comme ça. Il a besoin d'une proximité, il a besoin d'un regard d'amour inconditionnel. Mais dans ces circonstances, incestuelles, incestueuses, eh bien, ce que propose le parent, c'est une sexualisation qui le concerne, elle ou lui, mais qui ne concerne pas l'enfant. Et du coup, s'installe, du fait des besoins primaires de l'enfant, une, confusion qui va petit à petit conduire à une sexualisation du comportement de l'enfant, de la petite fille peut-être que tu étais. Et ce comportement va être certainement mal interprété par l'entourage. Oui, là, tu ouvres au sujet qu'on va probablement développer dans ces conversations, mais j'ai envie juste d'en dire un mot puisque tu l'ouvres sur la question du consentement, question terrible Mmh. dont il faudra vraiment parler, et la question de la séduction. Heu, Elle ou il, n'oublions pas qu'il y a des garçons, moi j'ai des patients, masculins dans ma patientèle qui travaillent sur ces sujets. Elle ou il y sont peut-être pour quelque chose. Cette petite fille que j'ai été, oui, et cette adolescente, oui, elle séduisait son papa. Dans mon livre, je le dis bien, parce que c'était une façon pour moi de lui plaire. Heu et D'ailleurs, je le dis, mon livre initialement avait un autre titre, que, les maisons d'édition n'ont pas accepté, «L'inceste amoureux». Oui, c'est subversif. Oui, c'est très controversé ce titre, et pourtant, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi le drame, on a une représentation de l'inceste, un viol, heu, l'horreur, la violence, notamment la violence physique. Hein, quand on voit tous les livres de Christine Angot, et on sait que Christine Angot, écrivaine, s'est fait sodomiser par son beau-père, voilà, probablement qu'il y a cette image de violence. Bien sûr. Dans mon cas de figure, et il y en a d'autres, aucune violence physique.
j'étais je dis bien, comme si, je dis bien, consentante. Pensez bien qu'une enfant de 11, 12, 13 ans ne peut pas consentir parce qu'elle est dans l'emprise. Quand on est dans l'emprise, il n'y a aucune possibilité de penser la chose. On est scotché à son parent qui, lui, vous prend votre corps, vous prend votre âme. Oui, cette idée d'emprise, elle me parle aussi beaucoup parce qu'elle va agir à plein de niveaux. Au niveau, comme tu l'as dit, du corps, des élans, des désirs qui s'expriment de manière déplacée. Elle va aussi s'exprimer sous la forme d'un interdit de penser, de sentir évidemment. Et puis, il y a la difficulté ensuite d'imaginer autre chose en termes relationnels. C'est-à-dire que l'emprise incestuelle, va-t-on dire, pour ce qui me concerne, eh bien, c'est aussi une façon d'interdire l'enfant de vivre sa propre vie affective, voire sexuelle, ailleurs que dans la relation, en l'occurrence, ailleurs que dans la relation à maman, n'est-ce pas? Et cette figure de la mère, tu as parlé de ton père, évidemment, cette figure de la mère, je la situe dans ma famille. Comment est-ce que tu la situerais dans la tienne? Alors, tu ouvres à deux plans là. Premièrement, l'inceste, comme l'incestuel d'ailleurs, c'est systémique. Quand tu me dis ça, je pense à ma mère, puisque tu parles de la tienne. Oui, Et l'inceste, c'est toujours dans une relation familiale, intrafamiliale. La violence est intrafamiliale. Il y a un père et il y a une mère. La mienne était totalement effacée. Je voulais prendre sa place. Donc là, c'est la question du système, hein, qui est extrêmement fort, puissant. Et puis, le deuxième plan que tu ouvres, repose-moi la question. le rôle de la mère dans ce triangle incestuel, peut-être? Non, je voulais parler du père. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais je sais plus. Il y avait deux plans. Il y avait le système, effectivement, dans l'inceste, et il y avait la question, je crois, la question de l'emprise. Mais je pense que tu as déjà pas mal dit autour de ça. Parlons peut-être du système, parce qu'effectivement, il y a une chose à voir, c'est que s'il s'agit d'un acte intime, il y a tout un contexte familial, social, qui mène à cela. Et c'est aussi ce que l'on souhaite questionner quand on pose un acte aussi fort qu'un livre témoignage sur l'inceste comme tu l'as fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait de ce système inceste? Déjà, je pense la force du secret, du déni. Je pense que l'inceste, ça va avec sexualité, déni et secret. Donc déjà là, on a un système. Et puis, je pense qu'il y a toute la force de ce qu'on pourrait appeler le patriarcat. C'est quand même, dans mon cas de figure, peut-être différent dans ton cas, mais c'est un père qui tyrannise et sous le couvert d'autre chose d'ailleurs. Hein. Mon père n'était pas tyrannique au sens propre du terme puisqu'il n'était pas violent. Et il a tout fait pour que ce soit moi qui vienne à lui, finalement. C'était peut-être un peu ça que je voulais dire tout à l'heure. Oui. Et du coup, il va y avoir une grande confusion dans ma tête. Je reviens là-dessus, mais c'est ça. Hein. Avec un sentiment de honte énorme, c'est moi qui suis probablement coupable. Et ça, on le retrouve chez toutes les victimes. Ce sont les victimes qui sont coupables. Et donc là, on parle du système, il faut que la honte et la culpabilité changent de camp. Et pour ça, il faut que la société se réveille. Nous, on fait ça, toi et moi, Marc, pas uniquement pour parler de nos histoires. À travers nos histoires, on parle de ce phénomène. Bien sûr. Mais on fait ça pour que ça ouvre les oreilles, les grandes oreilles de la société. Et que des choses peuvent bouger. Parce que, nous le savons, les chiffres sont énormes. Autour de nous,
il y a des familles incestuelles et incestueuses. Oui, et effectivement, là, je pense qu'on fait œuvre commune avec beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Je pense en particulier des chercheuses, chercheurs qui ont posé des choses socialement, et en particulier l'anthropologue Dorothée Ducy, avec son berceau des dominations, une anthropologie de l'inceste. La Et Familia Grande, la Familia Grande, on pourrait en citer effectivement un certain nombre. Camille Kouchner. Tout à fait, des gens qui ont posé, on va dire, lancé des pavés dans la mare. Et voilà ce que dit Dorothée Ducy: chacun est imprégné au berceau des rapports de domination constitutifs des relations familiales. On verra donc dans son livre comment l'inceste, en tant qu'exercice érotisé de la domination, est un élément clé de la reconduction des rapports de domination et d'exploitation. Et là, donc, elle ouvre énormément. On va pas le faire à sa manière, évidemment, mais quelque part, eh bien oui, dans les familles, l'inceste est justifié, donc n'est pas de l'inceste. Et donc, on ne peut pas en parler. Je pense que moi, j'ai dû braver, en écrivant ce livre, l'interdit de dire. Et donc, quelque part, j'ai été une traître déloyale au système familial et au système sociétal. Bien sûr. Ce livre, ce petit livre, j'ai envie de dire, c'est pour moi, aujourd'hui, mais je ne le savais pas en l'écrivant, un acte politique. Bien sûr, oui. Et donc, pour ce qui m'intéresse également, c'est la déconstruction de, en fait, l'édifice social autour de l'inceste. Je pense en particulier à une lecture que j'ai faite il y a très longtemps dans ma formation de psychohistorien, Lloyd de Maus, qui écrivait un article intitulé L'universalité de l'inceste, avec des références très précises, historiques, etc. Donc, tu imagines l'impact d'un titre pareil, d'une recherche pareille, paru peut-être il y a 50 ans, à une époque où eh bien, c'est interdit, ce silence était prégnant, était partout. D'accord. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, on va avoir un racamier qui va dire, par exemple, au tabou de l'inceste, l'incestualité substitue le tabou de la vérité sur l'inceste. Donc, on est confronté aujourd'hui à un tabou sur l'expression de cette réalité, à travers, bien entendu, des phénomènes sociaux que l'on connaît. Et ce qui m'intéresserait, c'est de voir dans la famille comment se justifient ces actes injustifiables, mais qui finissent par passer inaperçus. Et je sais par exemple que tu as questionné ton père sur ce sujet. Papa, pourquoi? Qu'est-ce que tu avais dans la tête? Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Oui, j'ai des lettres de lui, et j'ai eu des rendez-vous avec lui autour de cette question. D'ailleurs, le premier rendez-vous que je lui ai demandé, il n'était pas là. Il avait oublié le rendez-vous. Enfin, ça dit la force du déni. C'était un acte manqué extrêmement révélateur. Et sinon, il a tourné autour de « ça se fait ». L'éducation des jeunes filles se fait par le parent dans, par exemple, les sociétés africaines. Okay. Et il a voulu, je vais parler que de moi et pas de mes sœurs, pour leur laisser leur vécu à elles, mais il a voulu avoir une mainmise, un contrôle sur les garçons avec qui j'allais. Il a même choisi des garçons qui étaient pour moi plutôt des hommes alors que je n'avais que 15 ans, ou même 14 ans. Il a choisi des personnes qui allaient faire des choses avec moi pour m'éduquer à la sexualité, et lui-même, eh bien, il a assouvi des besoins régressifs et des besoins sexuels pervers. C'est ça la perversion, vraiment utiliser l'autre pour ses propres besoins, c'est ce qu'il a fait, quoi. Donc voilà, il a tout un discours teinté de ces tribus africaines, ça se fait, mais je lui ai rétorqué, mais papa,
nous ne sommes pas en Afrique. Bien sûr. Comment tu vois les choses? Et là, il tournait toujours les choses. C'est très pervers, hein. C'est une manipulation psychologique intense. Si j'ai fait quelque chose de mal, je pourrais t'aider. Tout à coup, je suis en train de Voilà. voir le magnifique livre de Cécile C, Tout ce que Cécile sait, et elle parle aussi de ça dans sa relation avec son père incestueux. Oui, pour en revenir effectivement à ces pratiques, entre guillemets, on sait qu'elles existent encore, par exemple, au Malawi. Une récente émission d'Arte sur le sujet nous montre que de manière tout à fait, on va dire, routinière et traditionnelle, les jeunes filles sont livrées à des hyènes, comme ils les appellent quand même, hein. Donc des hommes qui sont là pour les déflorer, pour les violer avant même le mariage. On a aussi, et je l'ai entendu parler par la bouche d'un ami anthropologue au Mexique, on a aussi des générations de grands-pères qui estiment, comme ton papa le justifie, que c'est à eux d'initier leur petite fille à la sexualité. On sait que dans ces pays, il y a énormément de conflits intra-genres, comme par exemple un taux assez incroyable de féminicide au Mexique autour de la frontière. Il y a plein d'autres choses évidemment, mais le contexte culturel de cette, quelque part, haine de la femme chez l'homme, qui prend naissance aussi dans diverses formes de perversion, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme tel, hein. Et alors que ce sont des pratiques traditionnelles qui sont en elles-mêmes donc factrices d'abus dans les générations suivantes. Donc peut-être on touche aussi au transgénérationnel, quelques mots, je ne sais pas si on va s'allonger, mais enfin là il y a aussi un aspect qui m'intéresse de transmission. Comment dans ta famille s'est faite cette transmission? Je vois par exemple que dans la mienne, et Rakami en parle, il y a souvent des deuils non faits. Mon père, par exemple, portait le prénom de son oncle décédé de manière tragique. Donc quelque part il n'est pas lui, ce père qui cherche peut-être sa masculinité vraie, qui n'y parvient pas forcément. Voilà, un deuil non fait d'un côté, un enfant caché de l'autre, tu vois. Et ça, je pense que cela a aussi des conséquences sur les générations suivantes en termes, voilà, de transmission. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, puis je t'en ai parlé déjà, toi, c'est vraiment ton domaine. J'ai été voir du côté, maternel et du côté paternel. Ce que je peux dire, c'est que du côté paternel, mes grands-parents, que je vais appeler opa et oma parce que c'est comme ça, mon père est hollandais, donc c'est comme ça que je les appelais, étaient des personnes, ma grand-mère était catholique, mon grand-père était protestant et ils se sont mariés. La légende, en particulier paternelle, dit qu'ils ont dû aller voir le pape pour pouvoir se marier parce qu'ils n'étaient pas de même religion. Et dans la tête de la petite fille que j'étais, moi je me disais: «Mais est-ce qu'on va voir un pape parce qu'on est de religions différentes? Ou est-ce qu'on va voir un pape, parce que ça c'était une information que je connaissais, parce que on est mariés entre cousins germains?» Mes grands-parents se sont aimés, et pourquoi pas, mais bon, ils se sont aimés et ils se sont mariés en tant que cousins germains. Dans le livre de Cécile C, elle note cousin germain, entre parenthèses, déjà, il y a une relation incestuelle. Mmh. Voilà. Et effectivement, ils ont donné naissance à deux de mes oncles qui sont morts précocement d'une maladie génétique. Euh, Mes deux autres tantes et mon père, apparemment, n'ont pas eu cette maladie, mais mon père est un père incestueux. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans cette famille, euh, il y avait un grand puritanisme. On Oui. ne parle pas de la sexualité, elle n'existe même pas. La question du genre, etc. J'adorais mon grand-père. C'était un collectionneur de timbres et il faisait ça à merveille avec sa petite pince à épiler. Il devait avoir vraiment un petit côté très obsessionnel. Et moi, je jouais avec lui comme j'ai joué avec mon père, d'ailleurs à lui faire des coiffures, à lui faire des petits caracos, à lui mettre du rouge à lèvres. Autant mon père se laissait faire, autant mon grand-père, j'étais complètement déniée à ce moment-là. Tu ne peux pas faire ça. Voilà, j'étais reniée en tant qu'enfant avec mon élan de vie
qui voulait transformer son grand-père. Et je peux faire l'hypothèse que mon père a pris le contre-pied de cette éducation extrêmement puritaine et que lui, il est allé voir dans les mouvements de gauche. Mon grand-père était royaliste. Wow. Et lui, il est allé voir mon père dans les mouvements de gauche. On est autour des années 1960-1968, la libération sexuelle. Et dans ma famille, il n'y a pas de frontières. Les frontières sont extrêmement floues. Il n'y a pas de cadre pour les enfants, il n'y a pas de règles. Hein. Les enfants peuvent prendre la place des parents. Cette confusion dont tu parlais. Exactement. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse également, c'est le contexte de la libération sexuelle. Au nom de cette répression générée par les parents de la guerre, de l'avant-guerre, des enfants devenus adultes s'autorisent une liberté qu'ils n'ont pas eue, mais qui va se faire au détriment des enfants, de leurs enfants. Et ça, c'est la période de 68, les années 60, etc. Et il est vrai qu'aujourd'hui ressortent un certain nombre de témoignages des abus qu'ont permis ce libéralisme finalement de cette période précise de l'histoire dont on revient évidemment, mais je pense intéressant de voir que, encore une fois, cela s'inscrit dans un contexte historique qui est celui de ces années de libération sexuelle. Tout à fait. Et du côté de ma mère, j'ai envie de dire juste un mot aussi. Mes grands-parents, je craignais beaucoup mon grand-père, qu'on appelait Pépé, qui était un homme aussi extrêmement autoritaire, et je fais l'hypothèse que ma grand-mère était totalement dans l'emprise avec lui, ma mère aussi, comme elle l'a été d'ailleurs avec mon propre père. Donc là aussi, il y a un grand puritanisme, on ne parle pas de sexualité. Je pense que la sexualité, c'est juste la reproduction, quoi. Oui, qui dit puritanisme et autoritarisme dit répression pour l'enfant. Oui. Et qui dit répression dit résurgence, vraisemblablement, de ces besoins non assouvis, qui sont des besoins primaires, encore une fois, mais qui vont ressurgir chez l'adulte comme une forme, plus ou moins, admise socialement, de perversion, qui va donc favoriser, je pense, la reproduction de ces souffrances dont on essaie maintenant de se dégager. Oui. Voilà, on a fait un certain tour, Katushka. Bien entendu qu'on n'a pas tout abordé. C'est une première conversation, il y en aura d'autres. Comment est-ce que tu vois la suite? Y a-t-il des choses que tu aimerais déjà suggérer pour la suite? J'ai ouvert la question de l'inceste amoureux, c'est-à-dire des incestes, parce que je pense vraiment qu'il y a plusieurs incestes. La question des incestes, entre guillemets, sans violence physique, enfin, sans violence physique, mais avec tout un arsenal de violences autres. Je pense que ça, c'est intéressant, la question du consentement, entre guillemets, des enfants, des garçons, des filles, qui sont totalement sous l'emprise d'un parent dominateur. Et puis, bien sûr, je crois qu'il faut vraiment qu'on aborde dans ces conversations toutes les conséquences dramatiques. Oui. T'en citer une, par exemple, par rapport à ta sœur. Oui. On sait très bien que les troubles du comportement alimentaire, alors c'est pas uniquement ça peut être des désaccordages autres, mais c'est très souvent des conséquences, les anorexies et les boulimies, des conséquences des incestes ou de la question des abus, des maltraitances, par exemple. Donc je pense que ça, toute la voie des conséquences de ce drame sont à parler. Oui, je pense qu'il y a une chose qui intéressera certainement nos auditrices, nos auditeurs, c'est le cheminement de sortie de l'inceste. Comment est-ce qu'on fait quand on a vécu ça? Quelles sont les possibilités, les ouvertures? Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui nous ont quelque part montré le chemin
oui, Donc ça, je pense que ça va aussi faire partie des oui. choses qu'on va Les aborder. les axes Les d'accompagnement. axes d'accompagnement. Tout à fait, OK. oui, Eh bien, merci, chère Katushka. oui. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'ici pour cette première conversation autour de l'inceste et de l'incestuel avec Katushka van Dithuizen. Et à bientôt pour la prochaine saison, épisode, je ne sais pas, de cette série. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, Marc. À bientôt.